Alors, je suis avec David Fayon sur le stand de Vivatech. Bonjour David. Bonjour Nous Yann. allons parler de ton nouveau livre, Informez-vous. Pourquoi on n'est pas assez informé? On est même trop informé, surinformé, mais après la question c'est démêler le bon grain de livret et ça demande beaucoup de discernement, une culture générale, une profondeur historique, technique que tout le monde n'a pas et des réflexes à acquérir. Alors justement, parlons de cette information et de ce recul qu'il faut avoir. Et tu fournis un schéma que j'ai trouvé fort intéressant à la page 39 de ton livre, un schéma sur la chaîne de valeur du numérique. J'ai la sensation que ce schéma, il est vraiment assez central, à la fois pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà par décrire la chaîne de valeur du numérique telle qu'on l'a connue et telle qu'elle a évolué au fil du temps? Alors au fil du temps, il y a eu 4 périodes dans l'histoire de l'informatique devenue numérique dans l'acception courante. Déjà, il y a la phase zéro, la préhistoire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale incluse, où finalement l'informatique, c'était des calculateurs pour des simulations de trajectoires balistiques, de déchiffrage de messages codés. Et c'est là que, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a pris conscience que l'informatique était cruciale. Cruciale parce qu'elle permettait d'avoir un avantage déterminant par rapport à l'ennemi. Et ensuite, il y a eu la première ère, l'ère du matériel avec IBM, l'informatique de gestion dans le domaine bancaire, pour les fiches de paye, pour automatiser certaines tâches, mais plus liées à des calculs, avec des langages informatiques comme le COBOL et le Fortran. Et IBM a régné en maître jusqu'en 1985, 1985, qui est l'apparition de Windows, copié du système d'exploitation macOS, qui avait été lancé avec le Macintosh l'année précédente, en 1984. À IBM, ils sont encore 160 000, hein, donc Alors, IBM c'est des gens qui comptent pas, quoi. compte toujours, mais la chaîne de valeur s'est déplacée. La valeur ajoutée, qui était majoritairement dans le matériel, a glissé vers le logiciel avec les systèmes d'exploitation, les logiciels propriétaires, le coût marginal d'une licence achetée, qui fait qu'une fois qu'on en a vendu 1000 licences, le 1001e, c'est quasiment de la marge pure. Avec, entre 1985 et 2005, l'ère de Microsoft, le système propriétaire, avec comme challenger l'open source, le logiciel libre, avec deux significations pour le logiciel libre. Free a deux significations. Free, c'est à la fois la liberté et c'est à la fois la gratuité. Et un logiciel libre n'est pas forcément gratuit parce qu'il y a des prestations de services qui vont derrière. Mais si je reviens à ton exemple de... Alors, je vais corriger ma bêtise parce que j'ai dit que 160 000 employés chez IBM, c'est complètement faux. Il y en a 300 000, 293 400 exactement, contre Google, 180 000 employés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a de la valeur qui s'est déplacée vers les, je dirais, les nouvelles tech, les big tech, comme on dit aux États-Unis? Ou est-ce que c'est au contraire que c'est plus à la mode et qu'on n'exagère pas un petit peu? Alors, il y a deux considérations à voir. C'est le bas de page, chiffre d'affaires et marge, et ensuite la valorisation boursière. La valorisation boursière est plutôt liée à un potentiel et un potentiel futur. Ce qui explique qu'aujourd'hui, Nvidia soit rentré dans le club fermé des Google, Alphabet, Meta, Big Facebook, Six, ça etc. s'appelle ça. Voilà. Et ça, c'est parce que les perspectives de développement dans les années qui viennent sont jugées extraordinaires. Mais pour autant, il faut voir aussi l'instant du moment, sachant que IBM a fait des choix stratégiques. Avant, ils avaient la fabrication d'ordinateurs et ils ont revendu tout ça à un Chinois qui s'appelait Lenovo. Et ils se sont recentrés sur l'informatique plutôt dans le domaine B2B, qui est moins visible pour le grand public, Oui. mais également sur le quantique, Ouais. sur le cloud. Ils existent, mais ils existent Voilà. différemment. Ils ont pivoté. Disons qu'ils sont pas dans les journaux, mais ils font que du B2B qui ne représente que les trois quarts de l'économie. Bon. C'est la partie cachée du grand public. C'est une partie stratégique, mais c'est pas une partie qui est valorisée à la bourse. D'accord. Mais alors, cette histoire de valeur, en fait, est-ce qu'il y a une valeur cachée et une valeur perçue, en fait? Alors déjà, la valeur réelle, c'était le fait que quand on achetait un ordinateur, ça avait une valeur marchande
très important à l'achat. Avec la miniaturisation, avec la démocratisation, il est possible d'acheter un PC pour 200 ou 300 euros, alors que jadis, pour 10 000 ou 20 000 francs, on avait un ordinateur. Mmh. Donc, en euros constants, il y a un pouvoir d'achat dans le matériel informatique qui a progressé. Il y a aussi la question des performances. Alors que finalement, dans le logiciel, les licences, si on va avoir une licence Office, pour un particulier, c'est très cher, sauf si on est étudiant. Et là, il y a un phénomène de dumping où c'est donné gratuitement, où c'est à tarif très, très, très bas pour, comment dirais-je, endoctriner, donner des habitudes d'usage qui fait que finalement, l'étudiant qui a utilisé du Word, Excel, PowerPoint, lorsqu'il va rentrer en entreprise, il va réclamer ces solutions-là. Il ne va pas vouloir des solutions d'open office ou des solutions libres qui sont pour autant quasi équivalentes, peut-être moins avancées, mais quand on utilise Word ou Excel, on va utiliser peut-être 20 ou 30 des fonctions proposées. On ne va pas utiliser tout un tas de macros Excel très compliqués qui vont être utilisés peut-être une fois tous les 3 ans. Alors, oui, donc on en est encore là d'ailleurs. C'est même la formation la plus utilisée aujourd'hui, c'est la formation à Excel. Formation Excel, formation LinkedIn, c'est un peu les Ouais. formations de base, ce qui permet aussi à Microsoft de rayonner. D'ailleurs, dans les géants du numérique, si j'en avais un à placer en tête, je mettrais en un Microsoft devant tous les autres parce que Microsoft a une diversification de ses activités. Ils sont dans le, Oui, dans le gaming, B2B. dans le gaming avec la Xbox, avec Minecraft. Ils sont dans le B2B. Ils ont aussi lancé une ligne de PC dans le matériel. Ouais. Ils ont racheté Skype pour faire Teams, etc., etc. Donc, c'est tentaculaire. Alors que, en fait, d'autres leaders du numérique comme Meta ou comme Alphabet avec Google, ils sont et YouTube, ils sont très dépendants de la publicité. Et là, justement, avec l'IA générative Mmh. qui arrive, ils sont un peu plus en difficulté. Donc en fait, ce que tu décris, c'est une sorte de mouvement depuis le hardware vers le logiciel et puis la data. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Alors maintenant, je dis que c'est 2025, on est l'an 1 de l'IA générative. Alors pourquoi l'an 1 alors que ChatGPT est arrivé en version 3.5 en novembre 2022? C'est parce qu'il y a eu Ouais. un temps de latence pour qu'il y ait des usages qui soient vraiment pris au sérieux en entreprise, au-delà des POC, des expérimentations. Maintenant, c'est la maturité et c'est pour ça que je dis 2025, c'est l'an 1 et il y a encore énormément de choses qui sont à venir au niveau de l'IA générative. On parle de l'IA générative, IA agentique. On parle aussi d'IA générale, de la singularité ou des singularités partielles qui sont plurielles. Donc, on n'est qu'au début et on a mis une créature telle Frankenstein dans la nature et on ne sait pas comment elle va se comporter à terme avec des évolutions et aussi un risque potentiel de pénurie de données, sauf si on crée des données synthétiques qui vont simuler des données réelles pour pouvoir générer des réponses en ayant une quantité, une masse de données nécessaire et représentative. Oui, c'est toute une théorie d'ailleurs, pas totalement prouvée, mais d'écroulement du web sur lui-même, on appelle l'enshittification. Mais si on revient justement à tout ça, alors comment tu vois l'avenir du digital? Parce que c'est un peu compliqué quand même ce paysage du digital aujourd'hui. La publicité est remise en cause, le coût par clic est remis en cause, comment dire, l'inbound marketing, on peut le dire, est quasiment moribond. Mais là, en fait, on est en une césure, en fait, de ce web qui est en train de changer complètement de modèle. Le bon vieux modèle avec l'inbound marketing d'un côté, mais aussi peut-être le cost par clic de l'autre côté, finalement, est assez remis en cause en ce moment. On voit certains sites de contenu qui ont perdu 60% de leurs visites cette année. Beaucoup de blogueurs que je connais, à tort d'ailleurs à mon avis, ont baissé les bras et sont en train d'arrêter leur site. Comment ça va évoluer tout ça? C'est toute l'économie du web qui est en train de changer. Oui, alors en fait, toutes ces stratégies sur le référencement, sur le coût par clic, etc., c'est un peu la vache à lait qui est en train de se tarir. Et il y a la star, c'est comment maintenant
avoir des outils ou une approche du marketing de l'IA générative. Et c'est cette transition du marketing digital vers le marketing d'IA générative où comment se positionner avec les bons outils, les bons réflexes et la bonne intelligence humaine qui va être en relation avec la machine pour répondre à des besoins clients. Ça, c'est ce que j'entends effectivement, c'est comment être visible. Alors, c'est ce que dit Neil Patel, pour être visible de ChatGPT, il faut être visible sur Google, donc il faut toujours faire son référencement. Comme ça lui permet de continuer de vendre un petit peu de sa poudre de perlimpinpin. Et comme ça, on est référencé dans ChatGPT. Les réponses de ChatGPT vont réutiliser les contenus qu'on aura généreusement créés pour le monde. Mais en fait, d'une part, les créateurs de contenu à valeur ajoutée vont avoir tendance à cacher leur contenu parce que justement, on va essayer de les valoriser. Si on les valorise gratuitement, ça n'a plus d'intérêt pour eux. Et puis de l'autre côté, ce qu'on observe, c'est une baisse massive des clics, que ce soit sur Google AI Overview, ou sur ChatGPT. Il n'y a pas de clics, les gens ne cliquent pas. On est passé de 60% de nos clics à 80% de nos clics. Bientôt, ça sera 100 d'ailleurs, je pense. Donc, c'est finalement se pose la question de savoir si on va encore avoir un intérêt d'avoir un site web et pour celui qui vend des produits en ligne, bah, de savoir s'il va pas falloir trouver une autre solution aussi. On est complètement dans une réinvention de ce modèle cette année. Enfin, cette année, c'est pas cette année, hein. Ça va mettre 10 ans. Qui viennent, oui, oui. Ça va mettre 10 ans, ça va mettre 15 ans, mais c'est. Mais alors, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, on n'est pas dans une bascule avec à la fois à l'image de la voiture, avec une voiture électrique qui grignote des parts de marché, et ça, c'est l'IA générative, et de l'autre, la voiture thermique essence ou diesel qui perd des parts de marché. Et là, c'est le marketing digital traditionnel, et des constructeurs comme Renault ou Stellantis sont sur les deux segments de marché parce qu'on ne peut pas se passer du véhicule thermique aujourd'hui. Et puis, le véhicule électrique, il va peut-être atteindre un plafond de verre et il est aussi sujet à la réglementation. Et c'est pareil pour le marketing digital. C'est est-ce que la réglementation, est-ce qu'avec l'IA Act, avec tout un tas de choses, ça ne va pas avoir des conséquences et certaines conséquences sont encore à venir parce qu'on peut encore légiférer, se protéger par rapport à l'invasion des produits américano-chinois pour voir est-ce qu'on ne peut pas créer plus de valeur en France et en Europe dans le numérique. Et pour cela, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, il ne faut rien s'interdire, même si on peut dire je vais cacher mon contenu avec des balises de non-référencement de mon contenu sur mon site ou sur mon blog pour ne pas nourrir les IA génératives. Et de l'autre côté, on pourrait se dire si on fait ça, ben, c'est un peu comme le web invisible, à l'image des intranets en entreprise qui ne sont pas référencés sur Internet, mais qui ont beaucoup de valeur pour l'entreprise elle-même. Est-ce qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux intelligemment et avoir du contenu qui est caché, du contenu qui est visible pour être référencé via à terme Google et puis ChatGPT. Donc, dire est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension orthogonale avec de l'intelligence économique en disant ça c'est de l'information blanche, ça c'est de l'information grise, ça c'est de l'information noire. Et donc, si c'est de l'information grise ou noire, à ce moment-là, on le rend inaccessible des moteurs de recherche. Donc, ce que je crois comprendre de ce que tu dis, c'est finalement, il faut garder tous les fers au feu et pas avoir des idées préconçues et rester ouvert aux différentes opportunités. Être fluide dans la société, c'est un peu ce que Joël de René disait dans son essai Surfer la vie. C'est un peu le en même temps, mais un bon en même temps, quoi. D'accord. Bon, on va pas faire politique. Mais ce que je comprends, c'est qu'il faut effectivement rester ouvert aux opportunités. Mais alors, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, le secteur du numérique, digital, peu importe comment on l'appelle, est encore un secteur d'avenir, de devenir, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de faire partie des meubles, un peu comme, je sais pas, des technologies plus anciennes qui sont finalement intégrées à notre monde et qu'on remarque plus vraiment. L'électricité, par exemple, qu'on allume et qu'on ne voit plus vraiment. Un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. On fait du numérique tous dans toutes les actions de notre vie, avec le smartphone en première ligne. Dès que l'on agit,
on clique ou on like comme on respire. Après, la question qui peut se poser, c'est est-ce que on doit absolument continuer à accélérer dans le numérique ou est-ce que tout en accélérant dans le numérique, notamment en France, est-ce qu'on n'a pas d'autres combats à mener qui pourraient être considérés comme des combats d'arrière-garde, comme la réindustrialisation, comme garder une forte agriculture? Je pense qu'en fait, on a besoin de tous ces éléments du puzzle pour pouvoir être souverain, pas au sens, comment dirais-je, politique du terme, mais au sens ne pas dépendre des autres pour dicter nos choix et notre avenir. Et donc, le fait d'être dépendant de solutions américaines ou chinoises, ça nous laisse moins de marge de manœuvre, notamment pour les données personnelles, pour les données financières, les données d'entreprise, etc. Et donc, ça reste stratégique. Et pour moi, le numérique, c'est les fondations même de notre société, même si le numérique repose sur des composants, les terres rares, sur l'eau, sur l'énergie, et que tout ça, ça mené de pair. On a une grande force en France, c'est le parc nucléaire français qui nous laisse une indépendance forte, mais le parc nucléaire est vieillissant par ailleurs. Admettons que je sois ton fils de 20 ans et que je vienne te demander conseil pour demain. Est-ce que tu me conseillerais de faire carrière dans le numérique ou est-ce que tu me conseillerais au contraire de revenir, comme tu viens de me le dire, dans l'agriculture? Alors, j'ai pas dit tout à fait de revenir dans l'agriculture. L'agriculture, c'est un métier noble, respectable, qui doit être pas dénigré, mais encouragé. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce métier, avec des agriculteurs qui travaillent souvent 60 heures par semaine pour même pas se payer un SMIC. Je trouve que c'est un petit peu honteux parce qu'ils nous font vivre et si on ne mange pas, bah, on peut même pas agir, vivre. Ceci étant dit, la caractéristique première, c'est que finalement, à 20 ans, on est déjà sur les rails et on est soit on a fait un BTS, une école d'ingénieur, une école de commerce qui est largement avancée, ou soit on a fait des études courtes et on est déjà sur le marché du travail. En tout état de cause, il y a un livre qui dit tout se joue avant 4 ans. Je pense qu'au niveau de l'orientation, tout se joue non pas avant 4 ans, mais avant 14 ans. Et donc, à 20 ans, mon fils, il sera déjà sur les rails professionnels et j'aurai moins de conseils d'orientation à lui donner que maintenant, Ok, ouais. où il a 11 ans. Et à 11 ans, moi, je dis que les fondamentaux restent les mêmes, lire, écrire, compter, D'accord. avec 3 autres fondamentaux qui est parler et maîtriser bien l'anglais, comprendre le numérique, deuxième fondamental, qui consiste à comprendre les algorithmes, comment fonctionne telle ou telle application, au-delà des fonctionnalités, qu'est-ce qu'il y a en fait sous le capot, quelles sont les conséquences juridiques des actes dans le numérique par rapport aux droits d'auteur, par rapport à des propos qui peuvent être tenus et qui peuvent blesser, à tout un tas de choses comme ça. Est-ce qu'on est responsable de ces actes? Et ce qui est valable hors ligne est valable en ligne. Et puis, le troisième type de compétence, c'est la curiosité et l'innovation. Et donc, curiosité, innovation, comprendre le numérique et comprendre l'anglais sont les 3 fondamentaux qui sont à ajouter à lire, écrire et compter. Et orthogonalement à ces hard skills, il y a le développement des soft skills et des math skills. Et si on a tout ça, D'accord. on a les clés pour pouvoir agir dans une société où finalement on risque d'être ubérisé, pas simplement comme c'était le cas par le passé, l'école bleue, avec l'automatisation et la robotisation, mais également les cols blancs qui sont de plus en plus ubérisés avec l'IA générative. Et d'ailleurs, en fait, un jeune qui va sortir d'une école de commerce ou d'ingénieur, qui aura moins de culture générale, moins de recul, pourra être plus facilement ubérisé qu'une personne qui a 40, 50 ou 60 ans et qui a tout un vécu derrière, parce qu'il y aura une intelligence situationnelle, il y aura un esprit critique qui aura été beaucoup plus développé et il pourra mieux coopérer avec la machine. Et ça, c'est aussi des messages que doivent entendre les entreprises et les RH en particulier. On est d'accord sur les développements des compétences, mais tu es un bon politicien, tu as éliminé ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que je vais devoir faire demain? Qu'est-ce que tu vas me conseiller de faire? Est-ce que je dois faire du marketing digital? Est-ce que je dois faire de la techno? Est-ce que je dois faire du code? Ou est-ce que, au contraire, je dois éviter tous ces métiers-là? Qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, moi, je voudrais pas être dans une réponse de Normand, mais je pense que la curiosité passe par ces 3 étapes, à la fois le code, le marketing. Il faut rien occulter.
Je pense qu'il faut avoir un niveau moyen partout et puis des pôles d'excellence et trouver des pôles d'excellence où on a un avantage différenciant par rapport à la machine ou par rapport à d'autres humains pour avoir sa propre singularité. Un artiste designer, un onologue qui a un super nez va être plus fort que la machine. Et ça, c'est pas facilement, pardonne-moi le mot, ubérisable. Donc, ce que j'en comprends, c'est que je peux développer toutes ces compétences techniques, mais si j'ai une capacité de recul et d'esprit critique, eh bien, je serai meilleur que les autres et je pourrai me développer harmonieusement dans un monde qui est tout le temps en train de changer, où il faudra que Un monde qui était avant donc VUCA, maintenant on dit banni. Donc c'est ce caractère non prévisible, très évolutif, très changeant, qu'on doit être caméléon. Et pour être caméléon, il faut avoir soif de connaissances. Mon fils qui a 11 ans, ses petits camarades d'école l'appellent Google parce que c'est une encyclopédie vivante. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Lorsqu'on fait une promenade en forêt, il est capable de dire ça, c'est tel arbre, etc. Il est en voie de disparition ou il y en a tant qui existent dans telle et telle région de France ou à l'étranger. Et donc ça, c'est une curiosité que je trouve assez remarquable, qui n'est pas évaluée dans le bulletin scolaire, mais qui pourrait être utile plus tard dans sa vie professionnelle. eh ben, c'est peut-être une recommandation à faire à l'éducation nationale. Merci David et on va recommander ton livre Informez-vous qu'on trouve Chez les bonnes librairies ou en ligne. dans les bonnes librairies et en ligne. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. Merci, Yann.